Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. On s'attendait à un retrait progressif des forces françaises déployées au Sahel. Emmanuel Macron a plutôt décidé de la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Au cours d'une conférence de presse à l'Élysée et sans doute tenue par plusieurs agendas tant politiques en France que géostratégiques au Sahel, le chef de l'État français a estimé que le rôle de la France n'avait jamais été de se substituer aux États africains. Aussi a-t-il indiqué que des discussions auraient lieu dans les prochaines semaines pour fixer le nouveau cadre de l'intervention au Sahel. Dans quel contexte située cette conférence de presse d'Emmanuel Macron? Que signifie cette annonce dans les faits? Est-ce d'un retrait progressif qu'il s'agit ou d'un retrait total? Quelle forme prendra la nouvelle force conjointe internationale annoncée? Nous parlerons aussi des pays du Sahel qui sont en proie, on le sait, au conflit terroriste. Fin de l'opération Barkhane au Sahel. Quelles sont les implications de l'annonce d'Emmanuel Macron? C'est le thème de l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Soulem Lamzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Seydou Kausen Maïga, bonjour. Bonjour à vous, M. Johannes. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout, un cadre d'action donc composé de mouvements, de partis politiques qui sont donc engagés pour, on va dire, le développement du Niger. Si je ne trahis aucun secret, merci d'être avec nous. Ma première question est pour vous, Seydou Kausen Maïga. Comment peut-on, dans quel contexte situer cette sortie d'Emmanuel Macron? À quoi répond cette annonce qui quand même est une annonce de taille? On ne l'attendait pas forcément venir de cette façon-là. Oui, merci M. Johannes et merci à Sika TV. Moi, je pense que cette sortie d'Emmanuel Macron est un aveu d'échec parce qu'elle intervient après l'investiture de Hassimi Goïta, une investiture que Macron n'a pas du tout désirée, après avoir fait les dépressions diverses sous la bannière de la CEDEAO, afin que l'agent militaire ne puisse pas prendre les rênes du pays, du Mali. Donc, cette intervention aussi, cette déclaration intervient aussi après le scandale que vous connaissez qui circule sur tous les réseaux sociaux, là, sur la gifle de Macron, qui est la preuve de son impopularité au niveau de la France. Et tout ça, donc, crée une certaine confusion. Mais malheureusement, venir mettre fin ou prévoir de mettre fin ou de changer la forme de Barkhane, pour moi, c'est un aveu d'échec et pour moi, c'est une façon de non seulement solder le compte, mais aussi de partager l'échec qui se dessine à l'horizon. Alors, sur le même date, Emmanuel Macron qui annonce donc la fin de l'opération Barkhane, c'est, on va dire, une bonne nouvelle pour vous, puisque vous avez de tout temps appelé à la fin de l'opération française en Afrique, au Sahel notamment. Je vous dirais très volontiers, Alléluia, Amen. Ah, j'en suis heureux. Ah oui, personnellement, j'en suis heureux. Parce que déjà, nous allons aller dans une analyse technique et réaliste. Il met tellement la fin de Barkhane dans le Sahel. Mais est-ce une réalité ou est-ce du saupoudrage politique? Si c'est une réalité, moi je m'attends à ce que dans les jours qui viennent, tout le monde dégage du Sahel. En tout cas, la force française. Qu'elle dégage du Sahel. Mais il n'est pas le seul. Il y a des partenaires, il y a des Allemands, il y a des Américains, il y a tout ça. A-t-il pris le soin, et c'est cette question-là que je me pose, de concerter les autres alliés avant de le faire? La question se pose. Si c'est dans ce cadre-là,
Alors, je me dis que tout le monde part du Sahel comme ça, y compris les Américains et tout le reste. Mais si ce n'est pas le cas, l'ONU restera. Il y a certainement des forces en présence de certains pays, de ces pays-là. Tout à fait. Certainement aussi de la France au niveau des Nations Unies. Parce qu'il faut bien faire, il faut dissocier l'opération Barkhane de la MINUSMA. Est-ce que ça, il y va jusqu'aux éléments de la MINUSMA? Visiblement non. Voilà. Donc, moi, de mon point de vue de l'analyse politique, j'ai comme l'impression qu'on se fait du saupoudrage. Parce qu'en fait, on met un thème à Barkhane pour renforcer Takuba. Tout à fait. Les éléments là, est-ce qu'ils seront reversés dans Takuba? En réalité, est-ce que la France est en train de quitter le Mali? Est-ce que la force Barkhane, les éléments de la force Barkhane sont en train de partir? J'attends de voir. Alors, Sédou Kausen Maïga, on sait qu'Emmanuel Macron sera en campagne très bientôt pour une réélection. On a aussi eu le sentiment qu'il y avait, comme qui dirait, beaucoup de politiques en France qui appellent donc à la fin de l'intervention militaire française en Afrique. Est-ce que Macron ne répond pas aussi politiquement à son peuple ou ne répond pas aussi politiquement face à son agenda politique en France quand il annonce la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure? Non, en fait, l'agenda de Macron n'est pas lié au climat politique français. Parce que si c'était le cas, depuis longtemps, il allait même carrément mettre fin à l'opération Barkhane. Parce que l'opinion française est majoritairement contre tous les morts occasionnés par cette opération, tous les soldats, les sous-officiers et officiers qui tombent chaque année au nom de la France dans le Sahel. Les otages aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'image de la France est devenue tellement négative à cause des Barkhane que même au niveau de l'opinion nationale française, cela se ressent tous les jours. Il y a des manifestations, il y a des leaders politiques qui s'expriment, mais Macron est sourd à cela. Macron a un agenda personnel et je conviens avec vous que cela est forcément lié à son désir de réélection, d'un deuxième mandat. Récemment, il a reçu les chefs d'État africains pour, selon certains chroniqueurs, financer sa propre campagne ou pour aussi faire passer certaines idées. Malheureusement pour le Mali, il n'a pas pu s'imposer. Maintenant, le Mali a fait le choix. Et vous vous rappelez, avant cette déclaration du retrait de Barkhane, ce qu'il a dit, c'est une sorte d'accusation qu'il a faite à l'endroit du Mali. Il dit que si le Mali va vers l'islamisme, le terrorisme, lui, il va se retirer. C'est-à-dire qu'il soupçonne les autorités maliennes actuelles d'être en train de négocier avec les djihadistes et que cela lui semble inenvisageable. Mais est-ce que les autorités maliennes ne sont pas les premières victimes de ce terrorisme-là? Si elles jugent utile et nécessaire qu'il y ait des pourparlers élus avec les djihadistes, pourquoi pas? Donc pourquoi est-ce que Macron veut en faire une sorte de... exiger que cela ne se fasse pas? Aujourd'hui, avec le nouveau Premier ministre Choguel Maïga, on est sûr que la popularité du pouvoir actuel malien, elle est large. Et tout ce qu'ils feront, c'est le sentiment national qui va prédominer. Parce que la population malienne a vraiment pris beaucoup de coups pendant ces 10 dernières années avec le djihadisme. Alors si, malgré les 5500 soldats français de Barkhane, il n'y a pas d'amélioration, chaque jour les soldats tombent, les civils meurent, je pense que localement, les politiques maliens et les militaires sont en droit de décider de quelle voie choisir pour l'avenir. Ce que disait mon co-débatteur tout à l'heure, M. Hamza, il a raison, parce que Barkhane va devenir juste Takuba. Avant Barkhane, il y avait Serval. C'est politique. Il y a eu Serval avec Hollande. Ils ont renommé ça Barkhane pour qu'on oublie, on solde le compte de Serval avec tout ce qu'elle a pu faire, en bien ou en mal. On va sur le Barkhane. Barkhane a beaucoup d'échecs, parce que le terrorisme ne fait que grandir dans tous les pays du Sahel. Maintenant, on veut l'assimiler à Takuba qui existe déjà et faire intervenir d'autres pays occidentaux. C'est inutile parce que
Si avec 5500 soldats français, Barkhane n'a pas pu faire quelque chose, ce n'est pas avec 2500, comme c'est prévu d'ici 2023, que ça va être fait. Ou avec 140 soldats italiens ou ceci ou cela, non. Je pense que Macron est en train d'échouer, vraiment lamentablement. Macron a eu l'occasion de réussir. S'il avait choisi le peuple africain, le choix des peuples, d'abord pour faire avoir une bonne image de la France, qui est une France vraiment qui va conquérir les cœurs des Africains, et non pas une France qui va collaborer avec les dirigeants, les dictateurs et les dirigeants les mal élus pour venir imposer à l'Afrique des politiques que les populations n'acceptent nullement plus. C'est là le vrai problème. Et Macron, même s'il est réélu ou s'il échoue, dans tous les cas, Barkhane a déjà échoué. Alors, sur le même date, on a l'impression que Macron a forcément un agenda politique immédiat. On parle de l'ex-Front National en France qui ne rate aucune occasion de taper sur le président Macron, notamment sur les forces d'intervention françaises en Afrique. On sait que la France est déployée dans nombre de pays. Les bases militaires, il y en a plusieurs au Mali, il y en a plusieurs dans d'autres pays. Je pense notamment au Tchad, il y en a au Niger, il y en a au Faso. Autant d'éléments des forces françaises qui sont donc déployées en Afrique. Beaucoup de Français aujourd'hui estiment que ce n'est pas forcément à la France de continuer à faire cette guerre-là, ce combat-là. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je remonte d'abord, pour répondre à votre question, j'associe les deux, à l'intervention de mon co-débatteur. Je lui donne entièrement raison quand il dit que c'est un aveu d'échec par rapport à la position, disons, la décision du président Macron. Pour revenir à vous, je suis entièrement d'accord qu'il y a un agenda politique. D'abord, en premier, les élections, les prochaines élections en France. Et de deux, il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, il fait l'objet d'accusations tout le temps. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon poser la question, n'est-ce pas, au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et à la ministre des Armées, qui arme les terroristes dans le désert. Et mieux, il a soulevé le côté économique. C'est 1 milliard de francs par mois, je crois. 1 milliard d'euros par an comme budget. Mais c'est colossal. Et mieux, cet argent-là, en réalité, on ne voit pas sa trace. On ne sait pas comment il est géré. Donc, les Français qui ont aujourd'hui d'énormes difficultés financières s'offusquent par rapport à ce gâchis, ils appellent ça un gâchis là-bas, que la direction, disons, le gouvernement français fait vis-à-vis du combat contre le terrorisme. Maintenant, revenons au Mali. Est-ce qu'en réalité, il y a du terrorisme au Mali? Pourquoi Macron s'offusque-t-il, soyons un peu poli, le président Macron s'offusque-t-il par rapport à la décision du colonel Goïta de discuter avec ses frères du Nord? Il est où son problème? Le problème, il est d'abord malien. Même si, entre-temps, on a dû nous faire croire que Dion Kounda Traoré aurait demandé que la France intervienne alors que c'est eux-mêmes qui voulaient... non. Dion Kounda Traoré. Ok. Vous voulez parler de 2013. Ou de 2013. Aurait demandé une intervention alors qu'en réalité, on sait aujourd'hui qu'ils lui ont imposé ça comme ils ont l'habitude d'imposer aux chefs d'État africains. Mais le bilan est qu'aujourd'hui, sur le plan économique, la France a d'énormes difficultés, ne peut pas continuer à donner des milliards chaque année pour aller s'occuper de on ne sait pas qui dans le désert. De deux, sur le plan du résultat même technique, n'est-ce pas, et opérationnel de la force Barkhane, en dehors d'avoir coupé la tête à 2-3 des chefs terroristes, mais la nébuleuse, elle est vivante, elle continue d'agir. Et vous voyez les dernières frappes au Burkina, au Niger hier, etc. Et ça continuera. Maintenant, il faut couper les Chines. Il faut que la force Barkhane, celle qui a l'habitude d'aller poser des avions, on ne sait pas où, dans les déserts, et qui font descendre leur chef d'État des kilomètres pendant que le Malien doit aller à leur rescousse, il faut qu'ils prennent bagage, qu'ils dégagent.
que là, on voit en face qui est malien, qui ne l'est pas. Parce que ceux qui sont dans le désert, là, au départ, ils avaient des velléités, des revendications liées à leur quotidien, à l'environnement, à leurs conditions de vie. Mais ils ont eu le temps de se radicaliser et vous n'êtes pas partisan de traiter avec les terroristes non plus. Qui vous souviennent ici que certains parmi eux, des gros responsables touaregs, ont dit que la France leur a promis la partition du Mali sous Sarkozy. Et c'était la raison par laquelle ils ont dû rentrer de l'autre côté en Libye pour aller trouver du matériel et venir chercher à faire cette partition-là par la force. Mais elle a vite fait, comme le président Macron l'a fait hier, de les lâcher. Alors il faut que les Maliens s'asseyent autour d'une table et discuter. Pourquoi est-il contre ça? Allez poser vous la question. Il a un agenda obscur. Et vous voyez, le président ghanéen hier qui disait que il va falloir cette fois-ci qu'il y ait au moins une force ouest-africaine de lutte contre le terrorisme. Mais j'ai une crainte sérieuse. Laquelle? Vous voyez, hier à Abidjan, ils ont inauguré le Centre international de lutte contre le terrorisme. Tout à fait. D'accord? Regardez, Macron a un agenda, ou ceux qui l'ont envoyé à l'Élysée ont un agenda bien précis. C'est le même scénario en Afrique centrale. On demande à Tshisekedi d'ouvrir une académie militaire. Mais ces deux trucs-là, qui sont en réalité des choses que je ne veux pas évoquer ici, c'est des organes de déstabilisation futurs qu'on est en train de nous créer. Parce qu'ils vont non seulement prendre connaissance de tout ce qui se passe dans la sous-région au niveau de nos états-majors différents, de nos pays, et partant, établir des plans. Et revenons à la carte de $2 milliards qui vous souviennent qu'on en a débattu ici. Il y a un plan qui est élaboré. Il faut l'appliquer. Il y a pas tous les moyens. Ce ne sont pas les États qui ont demandé l'application de la carte de $1 milliard. Qui sont ceux qui se cachent derrière? Ceux qui ont amené Macron à l'Élysée. Alors, vous êtes sûr que quelqu'un l'a amené à l'Élysée? Ah oui, on sait comment ça se passe. Il a été candidat de son propre chef. Durant 2 matchs. Il a été candidat de son propre chef. Avec une campagne qui a valu des centaines de millions. Oui, mais on a toujours des soutiens quand on est en campagne. Quand on gagne, ne vous démentira pas. Quand on gagne 15 à 20 000 euros par mois, alors, je me demande comment on trouve les moyens pour faire une campagne de millions. Seydou Kamsen Maïga, je reviens à vous. Le président Macron dit que le moment est venu d'amorcer une transformation profonde de la présence militaire au Sahel. On a compris que forcément la force Barkhane allait se retirer, on va dire perdre beaucoup de son effectif dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais il y a forcément une autre force qui est déjà, on va dire, opérationnelle, c'est la force Takuba, qui devrait donc être composée de plusieurs autres États européens. Il y aura forcément les Américains aussi en appui. On parle de cette force Takuba-là qui viendrait en appui aux armées qui en feraient, aux armées africaines, bien sûr, aux armées des pays du Sahel, qui en feraient la demande. Là, ce n'est plus une force critiquée, on va dire vitriolée, qui est en position, mais on parle d'une force qui vient en appui uniquement à ceux qui en font la demande. C'est forcément, je vais dire, une proposition qui est meilleure. Non, pas du tout, je ne pense pas. D'abord, M. Johannes, il faut se poser une question. On était d'abord parti sur la force Serval. Serval a été renommé Barkhane. Maintenant, Barkhane veut partir sur le Takuba. Mais il ne faut pas oublier une chose. Où est le G5 Sahel? Où est la force conjointe du G5 Sahel? Exact. Chaque fois que la France crée une structure de ce genre-là, et que cette structure est arrivée au moment où on veut juste des financements et des moyens, on fait du coq à l'âne, on passe à autre chose. Pourquoi parler de Takuba? Takuba existe au Niger depuis longtemps. Pourquoi maintenant venir dire que Barkhane va disparaître? Mais pourquoi ne pas donner alors les moyens de Barkhane à la force conjointe du G5 Sahel? Si la France est sincère, voilà le problème. Mais il ne faut pas oublier que dernièrement, il y a une députée malienne
qui a fait une sortie médiatique assez remarquée, qui a dénoncé l'accord militaire entre la force Barkhane et le Mali, qui dispense les forces françaises de toute poursuite en cas de bavure. Et qui c'est même le Mali qui prend les charges de tout ça, toutes les victimes collatérales. Vous voyez donc, il y a aussi façon de solder toutes les bavures. Récemment, c'est des dizaines de personnes, 20 personnes par-ci, 15, 13 par-là, que les forces Barkhane ont abattues et qui sont avérées être des bavures. Tout ça fait partie du plan. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on parle de Takuba alors qu'il y a le G5 Sahel. Pourquoi ne pas donner tout le monde au G5 Sahel? Et pourquoi parler de la capacité de ces États à avoir des armées autonomes alors que ce n'est pas le cas? Macron, pendant ces 4 années, a tout fait pour que les armées africaines ne soient pas autonomes. Parce que je vous donne un exemple. Récemment, la semaine passée, au Burkina, quand il y a eu les 160 morts dans ce village-là. Pourquoi est-ce que la France n'a pas donné un appui aérien ou même de surveillance, des renseignements? Et toujours, depuis 3-4 mois, il ne se passe pas une semaine sans que les 3 pays principaux, le Niger, le Mali et le Burkina, ne fassent l'objet d'une attaque. Vous voyez? Donc, il y a un problème sérieux, à mon avis, qui n'est pas lié à Barkhane. Enfin, qui n'est pas lié forcément qu'à Barkhane. C'est la façon où Barkhane et la France coopèrent avec ces États-là. Regardez en Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que les Russes sont installés, il y a un changement. L'armée centrafricaine a pris de la confiance, elle a eu des moyens, et les Russes sont dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais avec Barkhane, ce n'est pas ça. C'est pour ça que les Africains sont en train de dénoncer la présence française. Malheureusement, je pense que Macron n'a pas compris cela. Et s'il met fin à Barkhane, en tout cas, il doit assumer l'échec d'abord de Barkhane, qui n'a rien fait de significatif depuis son arrivée au pouvoir. Voilà qui est clair. Alors, sur la même date, on a vu au Mali un second coup d'État, on va le dire ainsi, où l'ex-président Bandao a été déposé en même temps que son Premier ministre Mokhtar Ouane. Un coup d'État, 9 mois après un second coup d'État. Qu'est-ce qui se passe au Mali? N'a-t-on pas clairement l'impression aujourd'hui que, on va dire, la situation est en train de s'enliser, et ce qui pourrait expliquer aussi les frictions ou les difficultés qu'il y a avec les partenaires internationaux? Qu'ils vous souviennent qu'on en a débattu ici, où je vous ai dit, si moi, je fais pose un acte de ce genre, je ne laisse pas quelqu'un d'autre venir s'asseoir dans mon fauteuil. Hein. Vous vous souvenez que je vous ai dit ça ici? Le colonel Assimi Goïta a pris ses responsabilités. Quand on veut être un homme d'État, il faut l'être de la tête aux pieds. Il ne faut pas se laisser intimider par un groupe de personnes ou bien une organisation qui ne fait que s'occuper de leurs propres problèmes. Hein. Et je veux parler de la CEDEAO. Donc, ouais, aujourd'hui, le Mali est revenu à la réalité. Ils sont revenus aux fondamentaux. Et mieux que les Maliens, personne ne pourra décider à leur place. Personne ne pourra décider à leur place. Et moi, je n'appelle pas ça un coup d'État. C'est une rectification. Parce que quand on a été vous chercher dans l'ombre, qu'on vous a ramené à la lumière, vous a donné un fauteuil, veillez au respect du fauteuil à celui qui vous l'a donné. Ah oui, chez moi, ça, je ne discute pas de ce genre de choses. C'est une rectification, c'est pas un coup d'État. On accuserait visiblement les militaires actuels d'être de connivence avec Moscou. On accuserait l'ancien président Bandao d'avoir informé la France d'un certain nombre de projets de la part de son ministre de la Défense. Quelque part, est-ce qu'on n'a pas juste mis un président qu'on a essayé de contrôler, mais qui vient d'être déposé parce qu'il a refusé d'être un pantin? Je pense qu'il y a eu traîtrise de la part de Bandao. Moi, je suis catégorique, je suis clair sur mes propos. On s'assied, n'est-ce pas, pour discuter, évaluer, faire un point par rapport au réarmement de l'armée. Que vous preniez copie, que vous allez de l'autre côté vendre ce que nous nous sommes dit. Visiblement, il n'était pas associé. Ce sont ces ministres qui ont visiblement comploté avec le vice-président Assimi Goïta. Tout le monde s'est associé autour du réarmement de la force malienne. Ça, c'est clair. Personne ne viendra me dire moi le contraire. J'ai des amis là-bas. N'est-ce pas?
à partir de cette décision-là, qui devient une décision malienne, il revient, sachant que les armes, la plupart des armes qui ont été sélectionnées sont russes. Le matériel sélectionné sur cette liste-là, qu'il a porté à l'Élysée, c'était du matériel russe. Alors l'autre, s'il pique sa crise de colère là-bas et qui veut que, croyant que sous la pression et le diktat des autorités françaises, comme ils en ont l'habitude, ils vont venir prendre le colonel Goïta et puis le jeter avec ses compagnons qui lui ont offert à lui le fauteuil présidentiel. C'est une vue de l'esprit. Donc vous êtes d'accord avec ce qui se passe actuellement? Ah bon, je suis coagulé, mais je suis... Le jour où j'ai appris cette affaire-là... N'y a-t-il pas le risque que ça s'enlise? Il y a la preuve. Tout est en marche. Les autorités ont adhéré. La Cour constitutionnelle l'a même validé. Vous pensez qu'il y aura des élections? La CEDEAO qui le refusait, elle était là-bas, assise à ses côtés pour son investiture. Vous pensez qu'il y aura des élections à bonne date? Ah là, c'est un autre paramètre du volet. Discutons selon les paramètres. Le paramètre d'abord de l'installation d'Assimi Goïta a été validé par tous. Et c'est ça qui met Macron en colère. Alors, donc, Assimi Goïta, pour moi, le colonel, le chef de l'État malien, a pris ses responsabilités. C'est fini la récréation. Sédou Kaoussen Maïga, n'est-on pas en train d'ouvrir une boîte de Pandore? On a un jeune militaire inconnu il y a 1 an qui prend le pouvoir avec ses compagnons, un coup d'État en bonne et due forme. 9 mois après, on renverse encore. On dépose quelques-uns. Souleymane Azad parle de rectification. Moi, j'ai des craintes. N'est-on pas en train de vouloir, on va dire, phagocyter toutes les institutions et de ne pas pouvoir respecter l'agenda qui parle d'élections libres, démocratiques et transparentes sous 18 mois? Il n'en reste que 8 ou 9 aujourd'hui à tout casser et on nous promet de bonnes élections, des élections transparentes. N'est-on pas en train de vendre du rêve aux Maliens? Mais monsieur Johannes, pourquoi est-ce que quand il y a eu le... Moi, je pense que c'est une erreur que la junte a faite, qu'elle a corrigée. Pourquoi est-ce que quand, au Tchad, il y a eu la junte militaire, on a voulu imposer un pouvoir civil, ils ont refusé et la France s'en est accommodée. Pourquoi au Mali, on fait un coup d'État suite à une révolution populaire, donc il y a une légitimité populaire de ce coup d'État, et on impose un pouvoir civil. Assimi Goïta, enfin, le stratège a accepté. Mais après, quand il a vu tout ce que M. Hamzat est en train de décrire, la trahison de Bandao et toute son équipe contre les aspirations du peuple malien, ils ont été déposés. Et là, Assimi Goïta est redevenu ce qu'il devait être dès le départ. C'était lui qui a fait le coup d'État. Il doit présider aux destinées du peuple malien. Moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est tout simplement ce qui devait se passer depuis le départ. Parce que c'est 2 poids, 2 mesures. Au Tchad, on accepte une junte militaire. Et au Mali, on veut que cette junte-là se fasse diriger par un civil. Et quant à toutes ces démarches par rapport à la Russie, moi, je pense qu'elles sont salutaires. Parce que la France n'a pas permis à l'armée malienne d'être autonome à travers la coopération militaire. Depuis ces années-là, les militaires français travaillent en solo par rapport au renseignement. Et plusieurs fois, les forces maliennes, les FAMA, ont été victimes d'attaques terroristes par manque de renseignement. Et je pense qu'avec la Russie, ce sera un partenariat gagnant-gagnant et ils vont pouvoir acquérir de l'expérience, du matériel de surveillance et ils seront plus autonomes qu'avec la force Barkhane. Donc, à mon avis, et c'est vraiment pas du tout une victoire volée de Assimi Goïta. Assimi Goïta est revenu dans la disposition qu'il devrait prendre depuis le départ. Il a nommé un premier ministre issu du M5 RFP, M. Chegol Maïga, qui était au devant de la lutte pour libérer le Mali de Joug de Keïta, qui était vraiment le vrai pantin de Paris. Et à mon avis, c'est là un nouveau départ. Mais autre chose, le plus important, c'est que Assimi Goïta et son équipe ne tombent pas dans le piège de Paris. L'agenda dont on parle de février 2022, c'est l'agenda de Paris. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'arriver en mai ou en juin, on va l'imposer de 8 mois ou bien de poursuivre sur l'agenda du président? Non. Le président qui est parti, Bandao et son équipe, ont échoué. Maintenant, M. Goïta doit
revoir toute la classe politique et les leaders d'opinion, la société civile, les partis politiques, pour faire un nouvel agenda propre à son équipe, propre à sa présidence. Là, c'est un nouveau départ qui est pris. 8 mois, on ne peut pas faire de bonnes élections. On va favoriser forcément quelqu'un. On va fabriquer quelqu'un qui n'a pas forcément légitimité politique et populaire. À mon avis, pour respecter les Maliens, c'est leur donner le choix de se reconsulter pour donner un agenda réel à cette transition qui va prendre peut-être 18 mois, 2 mois, enfin 2 ans, je vais dire. Comme au Tchad, ils ont pris la liberté de se donner 18 mois, ils ont fait une charte qui leur convient. Le Mali doit avoir les mêmes égards et les mêmes droits. Alors, sur le même date, le choix de Choguel Maïga, un commentaire? Écoutez, moi, je l'avais dit au départ, en fait, que quand le colonel Goïta prenait les rênes du pouvoir, n'est-ce pas, après avoir renversé le régime de Ibeka, j'avais proposé ici qu'ils prennent tout de suite contact avec le M5 RFP. J'avais même proposé à l'époque que l'imam Diko pouvait, dans le cadre d'une fédération de tous les partis qui étaient autour, prendre les rênes du Premier ministre. J'avais évoqué un truc dans le genre. Je suis heureux de savoir que Choguel Maïga a été nommé Premier ministre. Et comme ils ont les Occidentaux ont pour plat de dessert et souvent qu'il faut des gouvernements civils, et je ne sais même pas pourquoi il faut des gouvernements tout le temps civils. Ça, c'est une problématique sur laquelle je souhaiterais une émission. Parce que cette histoire de tout le temps venir nous imposer des civils, j'ai comme l'impression que en étudiant de près le comportement de l'oligarchie française, disons des gouvernements occidentaux, les militaires africains leur posent des problèmes. C'est comme s'ils savent dire non. Ce qui n'est pas le cas de ces civils qui, d'ailleurs, en majorité, sont formés dans leurs écoles. Donc, je voudrais, de ce pas, apprécier, n'est-ce pas, à sa juste valeur, la nomination du Premier ministre Choguel Maïga et souhaiter, d'ailleurs, qu'il prouve à la face du monde que les Maliens sont à la hauteur des difficultés, seront à la hauteur des difficultés qui leur seront imposés dans la mise en œuvre de la charte et éventuellement des grands enjeux à venir, à savoir les élections et tout le reste. Mais je voudrais revenir sur un petit point, comme l'a dit mon co-débatteur. En ce qui concerne la charte, bon, est-ce qu'au Mali, il y en a une charte? Mais en ce qui concerne le délai approximatif pour l'organisation des élections, je pense que je suis de ceux qui pensent que rien de bon et de crédible ne se fait dans la précipitation. Il revient aux Maliens, dans leur ensemble, en priorité au gouvernement. Je veux parler de M. Choguel Maïga et tous les autres ministres, l'Assemblée nationale, tout le monde. Il faut qu'ils aillent vers un accord de consensus pour prolonger du moins cette transition-là encore de quelques mois, le temps d'avoir les coudées franches pour véritablement organiser une élection. Une élection, elle est d'enjeu national. Le deuxième paramètre, il est géopolitique, j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens, dans leur ensemble, peuvent aller au vote? La question se pose. Sachant que Kidal est de l'autre côté, il y a des menace terroriste qui frappent même au cœur de certaines villes. Est-ce que la sécurité y est totalement pour aller vers une élection? On va finir par se rabattre sur le cas de la Centrafrique, où il va falloir faire voter jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat final. C'est-à-dire voter, aller à une élection. Si il faut que les élections tiennent dans les 8 mois qui viennent, on va faire une élection là que certains encore parmi eux là reviendront dire que ce sont des élections bâclées. Vous savez? Et je voudrais chuter sur le fait que le colonel Assimi Goïta est un Malien. La CEDEAO nous donne l'impression de vouloir ne pas lui permettre, n'est-ce pas, d'être candidat. Vous vous souvenez ici, au Bénin, ici, en 1991? Oui, mais quand on est aux affaires et qu'on est candidat, le jeu est pipé. Mais est-ce que c'est la première fois que ça se produit? Ça serait non plus la dernière fois. Donc vous encouragez cela? Mais Assimi Goïta est un Malien.
c'est un citoyen malien. Mais aujourd'hui, et il a les mêmes droits, que Bandao, il a les mêmes droits que je ne sais pas qui. Aujourd'hui, les chefs d'État, on sait un peu comment ça se passe à la tête de nos États, mais quand on est en même temps arbitre et joueur, on sait un peu ce qui se passe. Posez-vous la question de savoir les civils qui sont au pouvoir et qui décident de rempiler. C'est le même scénario, à quelques exceptions près qu'on veut nous faire croire qu'il a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Si on veut faire un travail propre, oui. Ceux qui sont aux affaires ne doivent pas candidater pour la prochaine élection. C'est ce qui est recommandé. Même s'ils sont de bons citoyens et qu'ils sont de bons patriotes. Qu'ils quittent les affaires. Qui le recommande? Au nom de quelle légalité on recommande ce genre de choses? Qu'ils quittent les affaires et qu'ils je suis un panafricaniste convaincu. Recommandez-leur de quitter les affaires pour qu'ils candidatent. Oh, non. Quand vous êtes en train de faire des tests pour que des gens aillent à des élections, je voudrais que et que vous-même vous êtes en même temps. Je voudrais que vous me dites au nom de quelle légalité, qu'elle soit nationale ou internationale, on demande à quelqu'un qui a un exercice de cette fonction de ne pas rempiler. Angela Merkel avait combien de mandats? Elle n'était pas aux affaires quand elle remplissait. Il n'a pas été élu. Assimi Goïta n'a pas été élu, il a pris le pouvoir par les armes. Vous venez de le légiférer du point de vue de la Constitution. Vous lui avez même fait porter les apparats. Vous appelez ça quoi? C'est contesté. Quelqu'un qui fait un coup d'État, on lui fait ça? C'est contesté. Non, je vous pose la question. On dit que... Je prends les armes. Il a organisé cela. Je prends les armes. Je renverse un régime. On m'amène devant la Cour constitutionnelle, on me donne les appareils de l'État. On estime qu'il est allé tout seul devant la Cour constitutionnelle pour prendre les appareils de l'État. Il y a des choses qu'il faudra qu'on refuse d'accepter en Afrique désormais. D'accord. C'est terminé le bordel. Si Assimi Goïta doit être candidat, alors qu'il se prépare à être candidat, et il trouvera le peuple malien derrière lui. D'accord. Seydou Kaousen Maïga, on ne va pas parler que du Mali. On sait qu'il y a d'autres pays, notamment le Burkina Faso, qui vient d'être frappé par, on va dire, les pires attaques depuis des années, sinon l'une des pires depuis que le djihadisme opère au Burkina Faso, le village de Solan, dans la province du Yaga, qui a donc, on va dire, perdu jusqu'à 160 morts selon des sources locales, 132 environ selon les autorités. Aujourd'hui, on a l'impression que la faillite de nos États au niveau du Sahel est une faillite collective. Qu'est-ce qui explique que le Burkina Faso, qui, on l'a toujours rappelé, a des militaires chevronnés, est en train de réfléchir à un ministre de la Réconciliation nationale, fait des efforts pour que le problème terroriste soit résolu. Qu'est-ce qui explique que le Burkina Faso puisse essuyer une attaque de cette sorte-là sans réagir? Ma deuxième question est peut-être dans la première, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un risque en disant... allez oust, la France dégagée, nous sommes à même de gérer notre sécurité alors que techniquement on voit bien qu'on est incapable de le faire? À mon avis, monsieur Johannes, en fait, le problème est complexe et la réponse aussi risque de l'être. C'est-à-dire ce qui fait que tous ces États, notamment, on parle du Burkina Faso, est en train de subir des attaques assez violentes, c'est justement l'échec de Barkhane. Et dans l'échec de Barkhane, il faut voir que par sa présence imposante et démesurée, et son absence en même temps, c'est pour ça que je pense que c'est complexe. Elle est présente, mais elle est absente. Elle a autorisé, entre guillemets, les États à penser qu'elle fera la guerre à leur place. Parce que le dispositif est énorme. 5500 soldats français, des très beaux soldats, suréquipés, qui ont toute cette zone, tout cet espace sous les yeux et sous contrôle total. Et pourtant, cela n'empêche pas que partout, les terroristes agissent. À moto. Avec beaucoup de liberté. Quand on voit une telle attaque à Solan qui a fait 160 morts, c'est des centaines de motos qu'ils ont faites. Comment est-ce qu'on peut ne pas observer et constater le déplacement de 300, 400 motos quand on observe le ciel du Sahel? Comment est-ce que si l'armée burkinabé ou nigérienne ou malienne se repose sous le renseignement de Barkhane, parce que Barkhane dit que je fais faire le travail de renseignement et de surveillance, ces armées, elles lâchent un peu leur vigilance en attendant d'être renseignées par Barkhane. Et pendant ce temps,
c'est quand il y a eu 160 morts qu'on dit il faut aller voir. Et qui va aller sur place? L'armée n'a pas envie parce qu'elle va aller prendre des coups, elle ne sait pas où est terroriste, où sont-ils, combien sont-ils? Parce que la France n'a pas donné l'information préalable qu'elle devrait donner. Donc c'est vraiment confus. À mon avis, Barkhane, par sa présence imposante, fait que ces armées ont perdu autonomie d'action et d'opération sur le terrain. Et donc il faut pour cela que Barkhane, vraiment, si elle peut dégager, qu'elle dégage. La coopération militaire a toujours existé entre la France et tous les pays du Sahel. Maintenant, Barkhane peut intégrer le G5 Sahel, l'armée conjointe, ou d'autres dispositifs qu'elle choisira librement, et rendre ces États autonomes de l'action. Mais malheureusement, nos armées sont vraiment en train de subir des échecs incroyables et injustifiés et injustifiables. On ne peut pas comprendre qu'on vient dans un village tel que cela, tuer 160 civils, s'en aller sans qu'aucune poursuite ne soit menée. Mais s'il n'y a pas de poursuite, pourquoi est-ce que Barkhane n'opère pas de frappe? Quand on va à Barkhane aller tuer 13 civils et au Mali ou une vingtaine, et après dire que c'est des frappes vraiment arbitraires, alors que là il y a 500 motos, il n'y a aucune frappe. Monsieur Johannes, vous conviendrez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas, visiblement, le président Macron l'a compris, il replie, Barkhane va partir. Est-ce qu'au niveau du Sahel, on est en train, en ce moment, de réfléchir pour prendre toutes les mesures sécuritaires après le départ de Barkhane? N'est-on pas en train déjà d'applaudir, d'être heureux de ce départ-là, sans pour autant se préparer? Est-ce que les chefs d'État au niveau du 5 Sahel aujourd'hui sont à même de résoudre la question terroriste sur le Namibie? Je pense que c'est une responsabilité qui est dévolue à nos chefs d'État. Et je vous ai dit ici, on passe tout le temps à faire des discours, on est dans la politique, mais on ne s'occupe pas des fondamentaux du peuple. Donc la responsabilité n'est pas que française. Elle est non, la France, que la France dégage, qu'on n'en parle plus. Pour moi, la France, c'est du passé dans le Sahel. Pour moi personnellement, c'est terminé. Que fait-on de la responsabilité des Africains? Non, j'en viens justement. Et là, vous avez vu le président hier, pour m'en tenir que la cas la CEDEAO. Le président ghanéen, qui en est le président en exercice, était au Burkina. Tout à fait. Ils étaient aux côtés des Burkinabés. Et a proposé même l'aide de l'armée ghanéenne. Mais c'est ce qu'il fallait faire depuis. Et c'est ce que le maréchal du Tchad n'a pas arrêté de nous dire. La solution doit passer d'abord par les Africains et pour les Africains. L'argent que vous mettez dans Barkhane, tout ça, oui, vous pouvez nous le donner au titre de la coopération militaire. Et nous en fait le job. Et le Tchad a démontré, la répétition est pédagogique, le Tchad a démontré à tout point de vue, à tout égard, que le terrorisme peut être vaincu. Voilà l'autre connard qui s'est fait sauter là. Et voilà, qu'on donne moi, pour moi, je prie qu'il en soit ainsi. Je veux parler du chef de la secte Boko Haram. Ouais, c'est un de moins. Donc il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai entendu le président de la CEDEAO, le président Nana Akufo-Addo, émettre l'idée d'une force qui faille véritablement maintenant mettre sur pied une force ouest-africaine d'intervention. C'est une idée à saluer. Et je souhaiterais, dans le cadre d'une coopération vraiment saine, pas une coopération tordue et sans issue comme l'a fait la France pendant les 7-8 dernières années, avec la Russie, qui s'asseye et qu'on voie dans le cadre de la Centrafrique. Je vous ai dit ici, quand j'étais face à mon co-débatteur, Lamine Cissé, je vous ai dit, il faut que le président Touadéra aille jusqu'au bout. Quand on a les responsabilités de l'État, on ne joue pas au yo-yo. Ce sont des responsabilités non seulement qui vous engagent, qui engagent vos parents, vos proches, toute la société. Et si le Burkina est frappé, quand même, on ne parle pas de 10 morts. 160. 160 morts. Et qui? Pas des militaires, ni les gens de Barkhane, ni de l'armée burkinabé, mais des civils. Je me pose la question, en fait, sur le comportement des collégos. Vous en avez entendu parler. Les collégos, ce sont les forces civiles qui ont été prises et entraînées pendant 10 jours, soit 10 ans, à qui on a donné une formation de 10 jours. Encore que outre les collégos, le gouvernement a officiellement créé des patrouilles, on va dire, mixtes, où on permet
à des populations civiles. Je crois ça a un nom. C'est les Colégos, c'est comme ça s'appelle. Non, les Colégos avaient perdu tout crédit après l'arrivée. Oui, et c'est devenu une patrouille mixte, c'est-à-dire armée et Colégos ensemble pour essayer de sécuriser. Mais ces gens-là, ils ont combien de temps de formation? Je vous ai dit, pour mettre une unité en marche, ça demande des années. Et dans cette unité, on sait qui sont les caïds. C'est donc une mauvaise décision du gouvernement du Faso non, allons penser à mettre des civils. Je ne vais pas juger le résultat dans ce sens-là. Je vais plutôt l'apprécier dans le sens d'un résultat concret. Est-ce que ça a été positif d'avoir des Colégos ou non? Je pense que non. Parce que malgré leur présence et tout, ces gens-là n'arrivent pas, ces terroristes-là arrivent toujours à rentrer et venir tuer des civils. Mais qui s'en prennent aux militaires et qui a un corps à corps. Mais les civils n'ont rien à voir dans cette affaire. Ce qui est malheureux sur ce point. Et je voudrais terminer, je voudrais chuter en disant ceci. Il faut retourner à une force, n'est-ce pas, sous-régionale, je veux dire, de la CEDEAO, que chaque pays donne un contingent. Un bataillon aussi, il le faut aussi, si tel est que on a des hommes formés pour ça. S'ils ne sont pas formés pour ça, qu'ils s'entendent sur un programme, n'est-ce pas, de formation qui va durer certainement le temps de la formation commune de base. Au moins 6 mois. En dehors des 6 mois maintenant, trouver des partenaires tels que la Russie. Je ne leur demande pas de dire aux Russes de venir installer des bases, parce que là, nous allons... Ça va se faire. Non, ce n'est pas le cas en Centrafrique. Ce n'est pas le cas en Centrafrique. Selon certains, ce n'est qu'une question de jours et de temps. Et je voudrais lever ici l'équivoque sur votre plateau que les Russes, en dehors du groupe Wagner, que tout le monde décrit aujourd'hui, pour lequel Macron dit qui entraînait la République centrafricaine, mais eux, ils envoient bien la Légion étrangère, ils envoient des mercenaires, ils envoient toutes les poubelles qu'on a dans le désert là pour venir massacrer nos populations. Les Américains envoient le Blackwater. On appelle ça quoi? C'est pas des mercenaires, ceux-là? C'est nous, Kansen Maïga, le président Roch-Marc Christian Kaboré parle de se ressaisir et de s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. Que veut-il dire par là, selon vous, et quelle est la pertinence de ces propos-là? À mon avis, le président Kaboré a fait un bel appel, même s'il est un peu tard. Effectivement, le défunt maréchal du Tchad l'avait fait en son temps, avait appelé les armées africaines à se coaliser, à se soulever, à s'organiser. Mais vous avez vu depuis sa mort, d'ailleurs, peut-être sa mort est quelque part aussi fait le poids sur la survie de Barkhane, parce que Barkhane s'est reposé et majoritairement sur les soldats tchadiens qui font un bon travail. Aujourd'hui, le maréchal, avant son décès, il a pris de liberté. Il s'est permis de donner certaines orientations qui montrent qu'il veut se libérer du joug français. Donc, sa mort, maintenant, donne tout un boulevard à la France de continuer à influencer la politique extérieure et même nationale tchadienne. Mais l'appel de M. Marc Kaboré, à mon avis, c'est pas ça qu'on attend de Marc Kaboré. C'est vraiment de donner aux soldats burkinabés les moyens. Les moyens, et aussi de dire aussi à la France, parce que c'est la France l'obstacle. Vous voyez, quand vous vous rappelez comment est-ce que M. Akufo-Addo a parlé librement devant Macron, et Macron était même gêné de sa liberté d'expression et de son leadership, parce qu'il n'avait aucun complexe. Ce n'était pas une nation colonisée. Mais Macron est le problème, la France est le problème. Il faut que Kaboré, s'il veut vraiment lancer un message, qu'il dise à la France de permettre à la CEDEAO, aux États de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir une autonomie dans leur sécurité. Si les gens ont décidé de s'unir pour mettre en place Takuba, eh bien qu'ils laissent les États décider et non pas venir essayer de phagocyter toutes ces organisations et prendre la tête pour tout simplement avoir le dernier mot ou bien manipuler tel ou tel pays ou telle armée. Parce que après combien d'années, depuis 2013 que Barkhane, Serval puis Barkhane est au Sahel, il n'y a pas eu d'amélioration. Pendant que Blaise Compaoré était au Burkina, le tourisme n'a jamais sévi dans ce pays-là. Depuis l'arrivée de Kaboré, effectivement, c'est parti dans tous les sens.
il n'arrive plus à continuer, alors que le Burkina était une référence dans la sous-région. Donc, à mon avis, c'est cela le problème. Et l'autre côté, c'est que le vrai problème, c'est la corruption et les moyens qui sont mis à la disposition des ministères de la Défense pour la sécurisation de l'État, ils sont détournés. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux auquel il faut mettre fin, à un moment ou à un autre. Sinon, les armées du Sahel vont sombrer toutes les unes après les autres. Alors, c'est un tableau assez clair. Les armées du Sahel vont sombrer. La responsabilité n'est-elle pas aussi africaine au Niger? Par exemple, il n'y a pas du jour où ne revient pas cette affaire au niveau du ministère de la Défense, notamment, où on parle finalement d'armes qui auraient, je prends le conditionnel, avec des gants qui ne seraient pas des armes fonctionnelles. Un scandale, mais au-delà de ce qu'on peut penser. On commande des armes qui vous viennent et qui sont des armes inopérationnelles. D'où la responsabilité africaine. Mais justement, vous croyez que je me lève contre qui? En dehors même de me lever contre les Français, ce sont nos élites. Contre la France? Vous n'avez rien contre les Français? Non, quand j'ai vécu 18 ans. La France, elle est belle, c'est un beau pays. Les Français sont des gens bien. Mais l'oligarchie française est celle-là qui nous pourrit la vie. Non seulement nous pourrit la vie en interne, mais leur pourrit la vie là-bas aussi, parce qu'ils n'arrêtent pas de tirer sur les gilets jaunes. Ouais, mais pour venir à votre question, il est normal que nos leaders aujourd'hui, nos responsables politiques, nos gouverneurs et dirigeants prennent leurs responsabilités. Moi, je suis heureux du départ de la force Barkhane. Comme on dit chez nous, maintenant on va voir qui est garçon. On verra maintenant, face aux terroristes, qui sait prendre ou ne pas prendre les bonnes décisions. Quand on voit vous savez, on a un complexe. Nos armées, je veux parler de nos chefs militaires, ils ont ce complexe-là. Quand ils voyaient quelqu'un de l'Occident venir, il a tout le des gilets par balles et tout le matériel qui dit voilà, Rambo est là. Donc nous, on peut aller se reposer tranquille. Maintenant, Rambo, il est parti. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Et là, nous allons voir. Nous serons encore sur ce plateau pour épiner sur les pays qui ont vraiment pris la responsabilité de combattre réellement le terrorisme, à l'instar du défunt maréchal que je salue ici de ma position. Alors, Sédou Kausen Maïga, au Niger aussi, on parle de 3 policiers et gendarmes nigériens tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque qui serait donc attribuée à des bandits armés contre une patrouille en plein désert. Le terme bandit armé me gêne un peu. En plus du terrorisme, a-t-on aujourd'hui affaire à des bandits armés? On sait que c'était le cas au Nigeria, où il y avait des terroristes dans la forêt de Sambisa et autres, dans la région du Nord notamment. On a aussi affaire à du grand banditisme, plus au sud, même dans les villes les plus huppées du Nigeria aujourd'hui, où on voit des rapts, des personnes qui sont levées. Le phénomène de bandits armés est aussi en train de s'ancrer au Niger. C'est ce qui se passe, c'est Sédou Kausen Maïga? Non, pas du tout. C'est un terme un peu un terme générique, juste pour ne pas dire... pour ne pas appeler le chat par son nom. Mais j'aimerais juste répondre avant de vous répondre sur l'affaire du ministère de la Défense, du ministère de la Défense. L'affaire des armes dont on parle est une affaire parmi une dizaine d'autres. Celle-là n'est pas la plus grave parce que ces affaires de AK-47, ce sont des armes qui ont été fournies, qui sont des armes neuves, mais qui ne sont pas de l'année en cours, juste de l'année précédente. Donc, le fournisseur a considéré que ce sont des armes qui pouvaient fournir, mais ce n'est pas celle de l'année en cours, l'année précédente, mais ce n'est pas des armes d'occasion. Par contre, là où il y a eu des scandales, c'est qu'il y a eu des balles et d'autres matériels qui ont été achetés, par exemple des balles qui n'explosent pas. Il y a eu la sous-facturation. Mais là, dans le cas de ces AK-47, même le monsieur Baba Ahmed, qui est le fournisseur, n'a même pas été payé. Actuellement, il a fourni toutes les armes qu'on lui a demandées, il n'a même pas été payé. Donc moi, c'est un dossier sur lequel j'ai assez travaillé et je défends personne. Seulement, le problème est que parmi ces opérateurs économiques, il y en a qui ont essayé d'aider l'État nigérien, mais d'autres se sont enrichis de façon vraiment anarchique et exagérée. Quand on vient, il y en a qui n'ont même pas fourni et qui ont été payés entièrement. Il y en a qui ont fourni du matériel défectueux, comme pour les balles qui n'explosent pas. Il y en a qui ont surfacturé, mais de façon très, très démesurée. Donc, vraiment, c'est à ce niveau-là que l'État nigérien et tous les États du Sahel doivent être du sérieux.
Quand on voit un opérateur tel que celui-là, Baba Ahmed, qui est solvable, qui est sérieux, qui emploie plus de 5000 personnes au Niger, et quand on prend un autre qui s'appelle Idi Masta et d'autres groupes style féroce, qui n'emploient personne, qui ne créent pas de l'emploi au Niger, au niveau national, et qu'on leur donne des marchés d'armes, quand même un marché stratégique, ce n'est pas sérieux. Ils ne sont pas solvables. Encore, s'ils avaient fourni des armes, la dernière fois, vous savez, ce monsieur Idi Masta est un délinquant financier, on l'a vu, pendant les manifestations post-électorales, il est sorti avec un AK-47 pour menacer les civils. C'est une façon qu'ils disent que même les armes qu'il n'a pas fournies sont avec lui. Maintenant, c'est pour revenir à votre question. C'est vraiment le problème, il est à ce niveau-là. Il faut que ces États essaient d'être plus sérieux, sinon on ne peut pas aller vers des armées qui vont contenir le problème djihadiste. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez qu'à Solène, cette localité où il y a eu les 160 morts, est-ce que vous pensez qu'actuellement, l'armée burkinabé, selon vous, M. Johannes, est-ce qu'elle est sur le terrain? Non, pas du tout. Oui, et on est en train de vider les positions fixes des armées au Mali, au Niger, et on est en train de faire la même chose au Burkina. Selon les informations que j'ai reçues, il y avait une compagnie qui était pas loin de ce village. Ils n'ont pas réagi. Après, le ministre de la Défense a dit qu'il va aller sur place. Mais à mon avis, c'est ça le problème. Ce sont ces fonds qui sont détournés. Il n'y a pas de sérieux de la gestion. Et Barkhane vient pour faire porter à tous ces États la charge de sa présence. Parce que les accords de défense stipulent que toutes les charges de Barkhane, et même en cas de dédommagement, ce sont les États africains qui vont payer la facture. Voilà. Je Ramzat, votre mot de fin? Mais écoutez, moi, je suis heureux de savoir que au Mali, le président Goïta a pris ses responsabilités et il a nommé un premier ministre qui va bientôt former son gouvernement en fin de semaine, il dit. Je serais heureux de les voir, n'est-ce pas, diversifier la coopération militaire et prendre toutes les responsabilités pour que le Mali ne vacille pas. Du côté du Burkina, un appel est lancé pour que la proposition du président ghanéen soit vraiment prise au sérieux et aille dans le sens du G5 Sahel. Celle-là de combattre le terrorisme par les Africains et pour les Africains. Voilà qui est clair. Rapidement, Seydou Kaoussed Maïga, mot de fin, quelques secondes. Oui, moi, j'aimerais que la CEDEAO, parce que le G5 Sahel, c'est juste les 5 pays du Sahel. Moi, je pense que la CEDEAO a le Comog, à d'autres unités militaires qu'elles doivent essayer d'aider, que tous les pays comme le Ghana les appuient militairement et financièrement. Voilà, vous êtes Seydou Kaoussed Maïga, coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger Debout. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Ramzat, consultant diplomatique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Il était question du Sahel, puisque le président Emmanuel Macron, président de la France, a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Quelles sont les implications de cette annonce? Il en était question au cours de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.